monsieur Yaorana, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce lundi 16 septembre. Tavana, élus et cadres, le 33e congrès des communes a réuni plus de 200 participants à Toubouaï, un congrès qui se penche sur les enjeux du numérique. Vous le verrez, le SPCPF peut compter sur le haut débit et c'est un confort pour les participants au congrès et une qualité de vie améliorée pour les habitants. La forte présence du conflit au niveau du pays est pointée du doigt par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Entre mouvements de grève et contexte socio-économique tendu, quel est l'état du dialogue social au Fénois? C'est l'objet du dossier de la rédaction. Du sport également dans ce journal. Corée du Sud, Mexique et Australie. Entre entraînement et compétition, nos espoirs du taekwondo polynésien sont sur tous les fronts. Vous ferez leur rencontre. Mais avant d'aborder ces titres, cette triste nouvelle encore a été retrouvée cet après-midi à Papenho, en contrebas du site Taphei. Aux alentours de 15h30, les pompiers de Mahina ont été alertés. Les forces de l'ordre, les techniciens en identification criminelle et le médecin légiste ont été déployés sur place. Les équipes de cordistes de la gendarmerie étaient sur les lieux pour remonter le corps situé à une vingtaine de mètres de la route. Selon le parquet, il pourrait s'agir d'un jeune homme disparu il y a quelques jours. Démographie, économie circulaire, intelligence artificielle et cybersécurité étaient au programme du 33e congrès des communes. Avec l'arrivée du haut débit en juillet 2023 à Toubouaï, Lille a fait un grand pas vers le développement numérique et vers ses nouveaux enjeux. Léa Gondon, Veitcharenauta. Un an après l'arrivée du câble Natitua Sud, Toubouaï peut accueillir un congrès des communes et mettre à disposition des quelques 220 participants une connexion haut débit. Aucun doute pour les élus de Lille, l'arrivée du câble a changé la qualité de vie. C'est un autre monde, hein. C'est une autre vie. Ça nous facilite complètement la vie, au niveau de la population, au niveau des services du pays, tout ça, même de l'éducation, tout ça. L'éloignement a été rapproché entre Tahiti et les îles, c'est ça qui est bien. Le désenclavement numérique de Lille ne profite pas seulement aux élus. Ça change déjà le quotidien. L'efficacité du travail, parce que tu appuies sur le bouton, tu écris quelques mots, tu rappuies, c'est parti. Quand il y a un enfant qui part à l'école, tu vas le voir, je sais pas moi, à la fin de l'année. Et maintenant, tu peux le voir tous les jours. Natitua Sud, c'est 800 km de câbles reliant Tahiti à l'archipel des Australes, un projet à plus de 3 milliards de francs financé par le pays, l'OPT et l'État via l'AFD. C'est notre mission de désenclaver et de prôner la continuité territoriale. Donc ça peut se faire par des connexions aériennes et ça peut se faire aussi par des connexions numériques. Donc l'accès des Australes à une meilleure qualité numérique désenclave le territoire et puis rend plus proche le reste du monde finalement. Toujours dans une logique de désenclavement, l'Agence française de développement devrait signer un projet d'étude avec RAPA pour produire de l'énergie en utilisant les chutes de bois de la scierie municipale. Un investissement de plus de 2 millions de francs, mais ce n'est pas tout. Et on va signer aussi avec Rimatara pour les financements de la salle omnisport et d'autres équipements de la commune. Rimatara qu'on a visité l'année dernière et pour laquelle on instruit ce financement en préfinancement des subventions. Un investissement de plus de 2 millions de francs, mais ce n'est pas tout. Le congrès a d'ailleurs prévu un focus jeudi sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité, des enjeux qui vont de pair avec le haut débit. Au volet social, selon nos confrères de Tahiti Info, la direction de la jeunesse et des sports a déposé un préavis de grève avec l'antenne syndicale de la CSTPFO. La colère n'est toujours pas retombée après l'annonce de la ministre des Sports sur la fusion puis défusion du service avec la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse. Nous reviendrons en détail sur ce mouvement dans notre édition de demain. OPT, ADT, sécurité, aéroportuaire, bus et maintenant en direction de la jeunesse et des sports, les grèves s'enchaînent ces derniers mois. Preuve d'un dialogue social qui s'essouffle au Fénois, selon un rapport de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est le dossier de la rédaction, il est signé Esther Cuneo. Des conventions collectives qui remontent à 1986 ou 1975. D'autres
inexistante dans certains secteurs, comme la pêche ou la perliculture. Selon l'état des lieux de l'ANACT, elle mériterait sans doute d'être dépoussiérée. L'interprofessionnel se limite beaucoup en Polynésie aux conventions collectives, qui prévoient des discussions annuelles sur les salaires, mais qui ne prévoient pas de révision régulière de ces conventions collectives. D'ailleurs, la plupart sont très anciennes, n'ont jamais été révisées depuis très longtemps. Donc au niveau interprofessionnel des conventions collectives, souvent les débats se limitent aux discussions sur les salaires, voire peut-être les classifications, mais très peu sur les conditions de travail. En Polynésie, seul un accord collectif interprofessionnel a abouti. Il a permis de créer le Fonds paritaire de gestion en 2008, une caisse qui a déjà financé la formation de plus de 59 000 salariés. C'est d'ailleurs le seul espace où les partenaires sociaux peuvent négocier sans la présence du gouvernement. On l'a vu d'ailleurs encore avec les conflits récents. La priorité, c'est quand même que le dialogue se fasse au plus près du terrain. Il faut le repositionner, ce dialogue, au plus près des préoccupations des salariés, c'est-à-dire dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a trop de choses qui se passent en dehors du monde réel, il y a trop de choses qui se passent au niveau politique, qui se passent au niveau dit macro, mais en réalité, les sujets, ils sont au niveau le plus proche du terrain, ils sont avec les salariés et les chefs d'entreprise. Et c'est là qu'il y a un gros travail à faire. À défaut de négociations annuelles obligatoires, comme c'est le cas en métropole, c'est la direction du travail, en tant que tierce facilitateur, qui invite chaque année les partenaires sociaux à la table des négociations, mais seulement sur les grilles de salaire. Si les négociations aboutissent à des revalorisations salariales essentielles pour le maintien du pouvoir d'achat, quid des questions d'organisation et de conditions de travail? Nous pensons que tout dépend des sujets. Il y a des sujets comme, si on veut parler du SMIC par exemple, qui ne peut se traiter qu'au niveau territorial. Par contre, dès qu'on va toucher des conditions de travail, dès qu'on va toucher des sujets comme les horaires de travail par exemple, ou quand par exemple le télétravail c'était le cas, nous pensons que ce serait beaucoup plus simple de discuter directement entre partenaires sociaux pour trouver des solutions de manière plus saine et moins conflictuelle que quand le pays est là pour faire une loi de pays. Si certains partenaires sociaux saluent l'appui technique de la direction du travail, d'autres estiment qu'elle aurait du mal à rester neutre. Pour autant, le rapport souligne le rôle essentiel de la direction du travail et sa contribution dans le dénouement de certains conflits, à l'instar de celui dans la sûreté aérienne le mois dernier. Il était évident pour moi qu'il fallait qu'il y ait une tierce personne qui vienne rétablir un peu ce lien de confiance pour remettre les négociations sur les rails et permettre une sortie satisfaisante aussi bien pour la direction que pour les salariés. Mais le rapport pointe aussi du doigt la fréquence des conflits au niveau du pays, mais également au niveau des entreprises ou des établissements. Moi, j'ai pris mes fonctions en tant que secrétaire générale en 2022. Jusqu'à ce jour, j'ai mené déjà trois grèves, mais c'est jamais de gaieté de cœur, c'est parce que tout simplement le dialogue a été rompu et qu'on n'avait pas d'autre levier que de se faire entendre par un dépôt de préavis de grève. Pas de doute pour Atia et moi, l'écart croissant entre les salaires et le coût de la vie ne peut qu'annoncer de nouvelles mobilisations sur le front social. Du côté de Taravao, une cinquantaine d'adolescents profitent des vacances scolaires pour se familiariser avec les techniques de l'animation. Et cette formation coordonnée par le mouvement eucharistique des jeunes leur permet d'acquérir de solides compétences et pourquoi pas de se préparer au BAFA. Laure Philibert et Esther Parov-Cordette les ont suivis au Sacré-Cœur. Entre jeux et apprentissage, ces lycéens se forment à la presqu'île pour encadrer des enfants bénévolement durant les vacances. Une opportunité que leur offre le MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, une association catholique mais ouverte à tous, de 3 à 18 ans. On essaie de leur transmettre déjà des valeurs, d'abord, des valeurs du mouvement eucharistique des jeunes, et aussi des techniques d'animation que l'on retrouve en formation BAFA, mais qu'on a acquis nous lors de nos formations. En tant que responsable et ancien responsable, nous transmettons les savoir-faire, comment faire un jeu, comment élaborer une veillée. Et donc on essaye un maximum de leur donner les outils nécessaires pour pouvoir ensuite animer les centres de vacances pendant les périodes de vacances qui vont venir. Chant, dessin, vidéo ou encore marionnettes, différents ateliers pour acquérir une palette de compétences, des outils utiles bien au-delà de l'animation. Ce qui m'a motivé, c'était déjà mon oral, parce que j'avais le bac de français. Il faut savoir que je suis en terminale au Sacré-Cœur et que je me suis dit que pour m'entraîner à l'oral, ça aurait été bien, c'est bien quand même déjà de parler devant des gens, d'apprendre à parler devant des gens.
Parce qu'avant, j'arrivais pas. Hein. Avec le changement de rythme scolaire, ces compétences sont recherchées tout au long de l'année. Oui, effectivement, jeunesse et sport, mais avec l'aide de l'UPJ, l'Union polynésienne pour la jeunesse, les jeunes sont sollicités, ceux qui ont un BAFA, effectivement pour animer les temps qui sont laissés libres par les nouveaux rythmes scolaires. Ces formations préparent à l'examen du BAFA, une étape incontournable pour ceux qui voudront se professionnaliser. On s'intéresse maintenant à la plomberie solidaire. Ce nouveau dispositif a vocation à soutenir les foyers les plus précaires tout en préservant l'environnement. Valentine Vassel et Merete Atto nous en disent plus. Regardez. Voilà plus d'1 an que la fondation FAS Polynésie, en partenariat avec la Polynésienne des Eaux, travaille sur ce projet de plomberie solidaire. Pour la municipalité de Papeete, cette initiative pourrait soulager bon nombre de foyers. Les fuites d'eau, à partir du moment où c'est effectivement facturé, quand on a des fuites, il faut les réparer. Des fois on n'y pense pas, des fois on laisse aller, des fois on n'a pas les moyens de les réparer. Ce projet a pour vocation de venir en aide aux familles les plus modestes. Mais il permettra aussi de préserver une ressource vitale. Moins on consomme chez l'usager, plus on préserve la ressource. Et donc en allant réparer ou trouver des fuites chez les usagers, on va donc préserver la ressource pour Papeete de la Fatawa, pour Pile et de la Nawata. Enfin voilà, un vrai travail environnemental en complément. Solidaire, ce dispositif s'inscrit aussi dans une démarche d'insertion professionnelle. Ce sont 4 jeunes en service civique qui vont se former sur le terrain pendant 1 mois. Face au manque d'effectifs en Polynésie, les professionnels espèrent faire naître des vocations. Non, moi je trouve ça très bien, on a besoin de jeunes pour la suite, parce que nous on ne sera pas éternels. La formation c'est important. Le fait qu'ils soient immergés parmi les équipes, c'est la meilleure des façons de pouvoir apprendre, qu'ils soient confrontés aussi à cette réalité du terrain, avoir un rythme de travail qui sera le leur et dans le meilleur des cas possibles, pourquoi pas s'offrir une opportunité de rejoindre nos équipes au sein de la Polynésienne des Eaux. Pour l'instant, la plomberie solidaire n'interviendra qu'à Papeete et Pile-Hay, les 2 communes pilotes. Mais s'il porte ses fruits, la Fondation FAS et la Polynésienne des Eaux espèrent un jour étendre ce dispositif dans toute la Polynésie. Place au sport. Victor Boal du Vélo Club de Bora Bora conserve le maillot jaune, mais la victoire du jour revient à l'Américain Matthews Johnson. La 3e étape du Tour de Tahiti s'est déroulée ce matin avec un parcours de 103 km entre Papeete et Veirao par la côte ouest. Une étape difficile pour les coureurs avec de multiples attaques, beaucoup de pluie et de fortes pentes. On écoute le leader du classement général, il est au micro, Doriano Tefo. La stratégie d'aujourd'hui, c'était déjà de garder le maillot jaune. On avait donc pointé les mecs à ne pas laisser partir. Au début, il y a 4-5 mecs qui partent. Je savais qu'ils n'étaient pas spécialement dangereux dans l'immédiat général, à part l'Américain qui était à 4 minutes de moi. Donc j'ai dit aux gars qu'il fallait quand même se méfier. On savait que sur la fin du parcours, il y avait 2 belles difficultés qui allaient s'enchaîner. Donc on savait que ça allait rattaquer, les Américains, etc. Donc j'ai dit aux gars qu'il fallait pas s'affoler, il fallait juste maintenir un rythme pour pas qu'on s'endorme non plus. Et puis on est arrivé dans les bosses et ça a direct attaqué. Donc après on a suivi. On aurait bien aimé gagner l'étape, mais on peut pas tout avoir. Direction les îles sous le vent, où la commune de Tapu Tapuate a inauguré vendredi dernier son école de Va'a réservée aux scolaires. Les 600 enfants et élèves des établissements de la commune devraient pouvoir profiter des lieux dans 1 mois. Pour apprendre à ramer, ils auront à disposition du matériel et un accès au plan d'eau. Nous écoutons les réactions du président du club, Hina Raurea, et Christophe Tauto, et du maire de Tapu Tapuate, Thomas Moutam. Ils sont au micro de Julien Vesco. Comme ce club a été créé par les cousins Johan Ropigna en 91, et après ils avaient mis le club en 95 en sommet. Alors j'avais fait des clubs sur l'île de Raiatea et un jour c'est venu dans ma tête qu'il fallait reprendre Hinarorea. Alors j'ai été voir Johan. Non, il n'y avait pas de matériel. Que le bureau. Que le bureau. J'ai rencontré dans toutes les écoles, ils ont sollicité, monsieur le maire, notre école de rame, quand est-ce qu'on va démarrer. J'ai dit, écoute, je vais voir avec Hinarorea. Et Hinarorea, nous avons fait gratuitement 4 pirogues, le bateau avec le moteur pour accompagner nos jeunes, ouais. Avec les gilets, les rames, tout le matériel complet, nous avons fait gratuitement.
Je voulais féliciter le président du club Hinara Urea d'avoir offert ce cadeau-là à nos enfants de Top Boatea. Et c'est pour cela que nous avons créé cette école de rame qu'on vient d'inaugurer ce matin. Championnat du monde junior, Oceania, President's Cup et Open d'Australie, les espoirs du taekwondo polynésien multiplieront les compétitions internationales au cours des prochaines semaines. Désiré Taivao les a rencontrés avant leur départ. Ces 7 taekwondoïstes participeront en octobre en Corée du Sud au championnat du monde junior. Pour être dans les meilleures dispositions pour ces mondiaux, ces jeunes athlètes ont suivi en juillet et en août des camps d'entraînement au Mexique et en Corée du Sud. Jambe avant, je clinch, je score derrière et je reclinch encore. C'est bon? Pour ses premiers championnats du monde, Keahipanei Teripaya a un objectif bien précis en tête. Au moins finir peut-être sur le podium et au minimum faire passer 2-3 tours pour commencer. La préparation s'est très bien passée. On a eu presque tous les jours des entraînements avec un coach qui est revenu du Mexique justement pour mieux nous former. Et ça, pour les championnats du monde, toute l'équipe est prête. En Corée du Sud, Kamakia Chiapari sera la seule Thaïsienne engagée au mondiaux junior. La combattante de la presqu'île compte bien y briller aussi. Déjà, c'est une grande chance d'être la seule fille sélectionnée pour les championnats du monde parmi 6 garçons. C'est sûr que c'est beaucoup de pression pour la compétition, mais bon, c'est comme ça, c'est la compétition, c'est le jeu. Moi, j'ai pour objectif de passer au moins 2 tours. C'est ce que j'ai dit. Après, bon, si je passe pas le premier tour, au moins que je donne tout au premier combat. Tout est possible, hein. Sur le papier, il y a du monde, mais après il faut y croire. Et pour moi, c'est possible d'aller chercher une médaille. Hein. Ces cadets marcheront peut-être un jour dans les pas de leurs aînés. Mais avant de goûter aux mondiaux, ils seront engagés en Australie le week-end prochain pour 3 compétitions. La President Cup, les Oceania et l'Open d'Australie. Certains se sont déjà illustrés l'année dernière. J'ai déjà participé à la President Cup et j'ai gagné la médaille d'or. Je vais pour reprendre la médaille d'or, j'espère. J'étais allée à Brisbane l'année dernière et je suis revenue avec une médaille de bronze. Là, je vais essayer de faire mieux. J'essaie d'avoir la médaille d'or. Je pense que j'ai progressé et que je vais pouvoir les battre. À un peu moins de 3 ans des Jeux du Pacifique organisés au Fénois, la jeune garde du taekwondo polynésien est déjà bien en marche. On termine ce journal avec le portrait de Pablo Renaud. Ce jeune originaire de Moorea rêve de devenir boxeur professionnel et il s'en donne les moyens. Depuis le mois de mai, il suit un entraînement adapté au Canada. Nicolas Pérez nous dévoile son histoire. Pablo Renaud, jeune boxeur prometteur que nous avions découvert en début d'année du côté de l'île de Moorea, s'est envolé depuis quelques mois pour Montréal, au Canada. Sur place, il a intégré un club de boxe dans lequel il s'épanouit. Je pense honnêtement que de tous les clubs que j'ai fait, même en camp d'entraînement, c'est ici qu'on s'est le mieux occupé de moi et c'est ici que c'est le plus structuré. Avec comme objectif de passer professionnel, Pablo se donne le temps pour atteindre son rêve. Au moins dans 2 ans, je pense, histoire de prendre un maximum d'expérience. Là, tu vois, je suis bientôt rendu à 10 combats. Là, j'ai fait mon 9e combat ce week-end, le week-end dernier. Je pense que là, d'ici mes 2 ans de PVT, j'aurai déjà au moins une 50aine de combats. Et dans ce cas-là, on pourra vraiment discuter. Le vice-champion de Polynésie 2023 en poids moyen souhaite se focaliser sur une autre compétition océanienne. Je n'ai pas abandonné l'idée de faire les Jeux du Pacifique. Parce que je pense que c'est le step au-dessus, tu vois. Les championnats de Polynésie, je les ai quand même fait 2 fois. C'est pas que je suis pas contre les refaire, mais c'est que j'aimerais maintenant viser plus haut. Pour engranger un maximum d'expérience et de technique, son club québécois lui offre les meilleurs partenaires d'entraînement du pays pour y arriver. En l'occurrence, il aura affronté Tamara Thibault, championne du monde amateur, et Wyatt Sanford, médaillé de bronze aux Jeux de Paris 2024. Il faut savoir que c'est des gens qui ont énormément d'expérience du ring. Donc, ils savent même jauger la puissance qu'ils mettent dans leur coup. Par exemple, j'ai remarqué chose que je n'arrive pas encore spécialement à mettre moi en œuvre. J'ai remarqué que Wyatt, celui avec qui j'ai fait le sparring du coup, il savait par exemple faire 2-3 coups sans mettre de puissance mais énormément de rapidité et une frappe très forte. Donc, dans une combinaison, il arrivait à faire cette gestion entre puissance et rapidité, alors que moi, je vais plus aller chercher sur chaque coup de la puissance. Et c'est pas vraiment ce qui est le mieux, tu vois. Pour son entraîneur, Pablo a tout pour réussir. Pablo, c'était un gars qui lançait pas beaucoup de coups. Il n'était pas très actif au niveau des coups. Et récemment, il y a 2-3 mois, je vois que Pablo,
Il travaille là-dessus, il lance beaucoup de coups, il travaille sa défense, même si c'est encore amélioré, mais Pablo s'est vraiment amélioré. Et je vois qu'il veut vraiment apprendre, il veut se rendre loin, il a des objectifs, il veut les atteindre. Donc c'est ça qui m'a motivé à consacrer plus de temps avec lui. Des qualités qui lui permettent d'obtenir la confiance de son staff, qui l'enverra en début d'année prochaine dans un camp d'entraînement à La Havane, sur l'île de Cuba, la Mecque de la boxe mondiale. Voilà pour l'actualité de ce lundi. Merci d'avoir suivi le journal de TNTV. Dans un instant, voyez l'émission To Ufenua, To Ora, puis le film SOS Fantôme, l'héritage. Très belle soirée à tous, à demain. En replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.